Donc, bon, ici, notre équipe, Caroline et moi. Donc, nous, on nous a demandé de faire une présentation ensemble sur la connexion, la nature et la douleur persistante. Donc, Caroline et moi, on a brainstormé, on a essayé de trouver des connexions entre nos deux, nos intérêts de recherche respectifs et on a créé cette présentation-là. Donc, pour commencer, je vais avoir besoin de votre participation dans le chat. Si je vais changer. OK. Donc, on voit ici un téléphone. Donc là, j'aimerais que dans le chat, vous répondiez qu'est-ce qu'un téléphone a besoin pour fonctionner. Donc, pour fonctionner, c'est quoi que le téléphone a besoin? Dans le chat, vous pouvez répondre. Fait qu'il y a une batterie. Ouais, il a besoin d'être chargé de l'utilisateur. Donc, il y a besoin de quelqu'un qui va le faire fonctionner. Les métaux, système d'exploitation, du courant, ouais. Donc, le téléphone, il a besoin du réseau, il a besoin d'une panoplie de choses, autant dans le téléphone que dans son environnement pour fonctionner. Sinon, il ne servira à rien. Donc, maintenant, je vais changer de diapo. Ici, on voit un arbre. Donc, un peu dans le même parallèle, dans le chat, dites-moi, qu'est-ce que l'arbre a besoin pour avoir un fonctionnement optimal, donc pour être en santé optimale? Le soleil, l'énergie, de l'eau, ouais, des nutriments du sol, exactement, Julia. Un écosystème, exactement. Fait que l'arbre, si on le prend juste tout seul, ben, il ne fera pas long feu. Il va pas grandir, il ne va pas pousser en santé. Donc, oui, il a besoin d'espace aussi. Donc, il a besoin de qu'est-ce qui se trouve dans son environnement, en plus de ses composantes à lui-même, pour fonctionner, pour être en santé. Donc, on peut un peu faire le même parallèle avec nous, les humains. Donc, nous, si on prend un peu si on va dans le même sens, si on considère que l'environnement, c'est important pour être en santé optimale, pour fonctionner de façon optimale, on peut se questionner à savoir qu'est-ce qui se trouve dans notre environnement. Donc, on peut penser à la nature, donc l'environnement naturel dans lequel l'humain s'est développé. Et aussi, on peut penser aux autres. Donc, les gens qui se trouvent autour de nous, les gens qu'on côtoie au quotidien, font partie de notre environnement. Donc, possiblement que tout ça autour de nous, ça a une importance pour notre santé optimale. Donc, c'est un peu de... Ah oui. Et troisièmement, il y a nous-mêmes dans cet écosystème-là. Donc, qu'est-ce qu'on va venir parler aujourd'hui? C'est un peu la relation entre ces trois éléments, donc nous-mêmes, notre environnement naturel et les autres qui se trouvent autour de nous, pour voir comment cette connexion-là peut nous aider au niveau même personnel en général, même si on n'a pas de douleur, et si on a de la douleur au quotidien, donc comment ça peut venir aider encore plus. Donc, moi, je vais parler de la partie la connexion avec la nature. Donc, je vais mettre en contexte un peu la présentation. Je vais vous partager un peu ce que la science dit sur les effets globaux de la nature sur la santé. Et ensuite, je vais me pencher plus sur les effets spécifiques sur la douleur et les conséquences de la douleur. Donc, en fait, on le sait tout, on le ressent tout que d'être dans la nature, ça fait du bien. On ne sait pas à quel point, mais on sait tout instinctivement que ça fait du bien. Puis c'est en fait drôle de penser que l'endroit dans lequel on s'est développé en tant qu'humain et qu'on a été dépendant de, c'est seulement aujourd'hui que la science se penche un peu plus sur le sujet. Donc, c'est seulement depuis les dernières décennies. Mais en fait,
Il y en a qui ont compris ça bien avant nous et qui continuent encore aujourd'hui d'en profiter. Donc, les Premières Nations, donc, qui ont été sur le territoire bien avant nous, bon, au Canada, en Amérique, et qui ont bien intégré et compris ces effets-là sur la santé de la nature. Et bon, je ne peux pas passer sous silence le fait qu'aujourd'hui, c'est la journée nationale des Autochtones, des Premières Nations, donc le 21 juin. Et moi ici, je suis à Yellowknife, dans les territoires du Nord-Ouest. Donc, c'est une fête qui est célébrée. Donc, moi, juste après la présentation, je vais aller retrouver la communauté ici, puis il y a des festivités qu'il va y avoir. Donc, bon, juste un petit mot par rapport à ça. Bon. Et aussi, c'est important de se rappeler que la nature ne devrait pas être considérée comme appartenant à l'humain, mais c'est bien la nature qui accueille la vie humaine. Comme je disais, les études par rapport à l'exposition de la nature et ses effets, c'est seulement depuis environ les années début 90 qu'on a commencé à voir apparaître ça. Et là, ça y va de façon exponentielle jusqu'à aujourd'hui. Et dans la littérature, on parle de Shinrin-yoku, souvent, c'est ce qu'on voit, ou de bain de forêt. Donc, Shinrin-yoku, ça vient de la culture japonaise. Ça a été élaboré par le Japon. Puis en fait, le bain de forêt, c'est le fait d'être, bon, en guillemets, baigné dans la forêt, donc de marcher dans un environnement forestier, de regarder ce qui se trouve autour de nous et de respirer l'air. Donc, ça, c'est vraiment une définition brève, là, mais en gros, c'est d'être vraiment en pleine conscience, connecté avec un environnement de forêt, de nature. Ça peut être différent aussi de la forêt. Mais bref, c'est ce qu'on voit beaucoup dans la littérature, mais aussi, on voit d'autres types d'expositions par la nature dans la littérature. Et on a 3 niveaux d'engagement dans la nature. Donc, d'abord, il y a le fait de seulement voir un environnement naturel, donc par exemple au travers d'une fenêtre, en regardant une peinture, une image. Ensuite, le deuxième niveau, c'est le fait d'être présent dans la nature. Donc, par exemple, être assis dans un parc ou être dans une pièce où il y a des plantes, par exemple. Puis le troisième niveau d'engagement, le dernier niveau, c'est d'avoir une participation active dans la nature. Donc, par exemple, au cours d'une randonnée ou, par exemple, faire du jardinage, du camping. Donc là, on a une action plus concrète dans la nature. Fait que dans la littérature scientifique, dans les études qui ont été faites, ça tourne autour de ça. Quand on parle des effets de la nature, on parle des effets de ces engagements-là. Et, je ne sais pas si vous saviez, mais depuis 2022 au Québec et depuis 2020 dans le reste du Canada, les professionnels de la santé peuvent prescrire du temps en nature. Donc, la recommandation, c'est 2 heures par semaine et des sessions de minimum 20 minutes pour tirer les avantages de la nature. Et là, on se dit, si maintenant on peut prescrire, ben ça veut sûrement dire qu'il y a beaucoup d'effets et que c'est significatif. Donc là, je vais vous parler des effets sur la santé globale pour commencer. Donc, sur la santé globale, il y a des effets autant physiques, sociaux que psychologiques, mentaux et encore plus. Et au niveau physique, par exemple, la littérature a démontré qu'on voit une diminution de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle en étant en nature, diminution du niveau de cortisol, donc qui est l'hormone de stress, diminution de la fatigue, une diminution de l'activité du système sympathique, qui est le système de lutte-fuite, où on est, bon, lutte ou fuite, et une augmentation de l'activité du système parasympathique, donc le système de relaxation. Aussi, des études qui ont montré que le fait d'être en nature, ça augmente le niveau d'activité des cellules tueuses naturelles du corps. Donc, les cellules qui nous défendent contre les méchants virus et tout. Et au niveau mental, psychologique, bon, c'est bien fort dans la littérature démontré qu'on voit une diminution de l'anxiété, des symptômes dépressifs, bon, un sentiment d'avoir une meilleure santé.
et une augmentation de la confiance en soi. Il y a aussi des bienfaits au niveau social, mais je vais laisser Caroline nous en parler davantage. Bon, maintenant, au niveau de la douleur, comment la nature, son exposition peut venir aider, peut venir aider au fardeau de la douleur. Donc, il y a une étude qui est parue en 2020 par Stanhope et son équipe de l'Australie. Donc, eux, ils ont décrit les différents mécanismes qui peuvent venir contribuer à l'amélioration des différentes conséquences de la douleur, les mécanismes qui se trouvent dans la nature, donc dans l'échange entre l'humain et la nature, comment que ça peut venir aider plusieurs facteurs liés à la douleur. Donc, c'est important de se rappeler que, bon, il y a différents types de douleurs. Donc, une douleur nociceptive, neuropathique, nociplastique. Donc, ces douleurs-là, ils vont venir, dépendamment du type de douleur, ça va aller jouer dans un niveau différent de notre système nerveux. Donc, les mécanismes, ils vont aussi aller jouer, ils vont avoir un impact différent dépendamment du type de douleur. Donc, c'est ça. La douleur, c'est complexe et les conséquences de celle-ci, ça va dépendre d'un individu à l'autre. Donc, on peut avoir bon, des facteurs neurophysiologiques, donc ça va dépendre du type de douleur. Ensuite, des facteurs immunologiques, facteurs environnementaux, psychosociaux, contextuels. Donc, par exemple, les facteurs psychologiques, on peut voir du stress, une augmentation du stress, de l'anxiété, de la dépression, une augmentation de la peur du mouvement, donc la kinésiophobie, catastrophisation de la douleur, une sensation de se sentir impuissant face à tout ça. Donc, il y a plusieurs conséquences, beaucoup plus, ça vous le savez. Mais bref, il y a plusieurs autres conséquences que seulement avoir de la douleur en tant que telle. Donc, si logiquement, quand on voit les effets de la nature sur la santé globale, on peut voir que, ben, avec la douleur, ça pourrait venir aider à plusieurs niveaux. Donc, dans cette étude-là, ils ont regardé les différents mécanismes. Donc, par exemple, je vais vous en décrire seulement quelques-uns, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir l'étude. Mais par exemple, le fait d'être dans la nature, on est exposé à un microbiome, donc à une communauté de microbes un peu protecteurs contre les pathogènes. Et le fait d'avoir un contact direct avec les sols, donc par exemple en touchant de la terre et tout ça, il y a des études qui ont montré que ça change notre microbiome sur notre peau, donc le microbiome humain, et le microbiome dans nos cavités nasales. Donc, le microbiome va être interconnecté avec notre système digestif et aussi avec notre cerveau. Et que ce changement-là peut venir avoir des effets sur les communications au niveau des neurotransmetteurs, au niveau des cytokines, donc sur le système immunitaire. Puis en fait, il y aurait des hypothèses que le changement de notre microbiome pourrait avoir un impact positif sur des douleurs comme l'endométriose, des douleurs comme les douleurs viscérales, même la fibromyalgie, le syndrome de fatigue chronique, la dermatite, bref, ça. Maintenant, les phytoncides, donc le fait d'être dans la nature, on augmente notre exposition aux phytoncides, qui sont des molécules libérées par les plantes, les arbres, pour se protéger contre les parasites. Donc, nous, quand on est dans la nature, on inhale ces molécules-là sans le savoir. Et ça aurait pour effet d'augmenter le nombre de cellules tueuses naturelles, comme je parlais, donc les cellules qui nous défendent des pathogènes aussi. Puis, il y a des études qui ont montré chez les souris que ça avait un effet analgésique, donc de diminution de la douleur, donc analgésie, donc diminution des sensations. Et une augmentation aussi d'une amélioration du sommeil et de l'anxiété. Bref. Puis un troisième que je vais vous expliquer, c'est la lumière du soleil. Donc, par exemple, être exposé à la lumière du soleil, bon, ça a pour effet d'augmenter la production de vitamine D. Ça a aussi pour effet d'augmenter la production de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Aussi, ça a pour effet d'augmenter
la production de bêta-endorphine, qui est un opioïde naturel produit par le corps, et aussi d'oxyde nitrite. Bref, ça, c'est un vasodilatateur, donc ça peut contribuer à diminuer la pression artérielle. Et il y a des études qui ont montré que la vitamine D, ça va avoir un effet au niveau de l'arthrite, des douleurs musculaires, de la douleur chronique généralisée et de la lombalgie chronique. Bref, c'est seulement un résumé, mais vous pouvez aller voir les différents mécanismes qui vont tous avoir des effets différents sur les conséquences de la douleur. Bon, maintenant, au niveau des études qui ont été faites spécifiquement sur la douleur avec des populations qui souffrent de douleurs différentes, je vais vous en présenter 3. Donc, il y a une étude qui a été faite avec une population de personnes qui souffraient de douleurs au cou, donc douleurs postérieures en arrière du cou. Donc, ils ont comparé un groupe qui faisait un bain de forêt seulement, donc une intervention de bain de forêt, donc de marche en forêt, avec un groupe qui faisait la même chose, donc le bain de forêt, ajouter à ça des exercices, par exemple des exercices de mobilité, de relâchement musculaire. Donc, c'était 2 heures de marche en forêt 5 fois par semaine pendant 3 mois. Qu'est-ce qui a été démontré, c'est qu'il n'y avait pas de différence entre les deux groupes, mais il y avait une amélioration. Donc, dans les deux groupes, il y avait une amélioration de la douleur, de l'échelle fonctionnelle du cou, donc la fonctionnalité au niveau du cou, une amélioration de la qualité de vie perçue, une amélioration même de l'amplitude de mouvement du cou. Donc, chez ces deux groupes-là, il n'y avait pas de différence. La seule différence, c'était au niveau des trigger points, donc les points de tension douloureux au niveau du cou qui étaient diminués davantage chez le groupe qui avait des exercices. Donc, on voit que seulement la marche en forêt peut avoir tous ces effets-là, même au niveau des amplitudes, de la mobilité. Maintenant, une étude pilote qui a été faite chez une population qui souffrait de fibromyalgie. Donc là, ils ont comparé un groupe qui marchait dans une forêt immature, donc une jeune forêt, et un groupe qui marchait dans une forêt mature, donc des arbres plus grands, etc. Donc, forêt mature. Donc, c'était seulement une étude qui durait 6 jours et les gens marchaient 1,25 km par jour. Qu'est-ce que ça a démontré, cette étude-là? C'est que le fait de marcher dans une forêt mature avait des effets sur la diminution de la douleur, sur la diminution de l'insomnie et d'augmentation du bien-être, contrairement à la forêt jeune qui n'a pas montré de différence significative. Mais là, par contre, l'étude était seulement de 6 jours. Donc, on peut penser que si on avait augmenté l'étude, peut-être qu'on aurait vu des effets au niveau de la forêt jeune aussi. Bon, maintenant, la dernière étude. Donc, encore une fois, avec un groupe qui souffre de fibromyalgie, donc un essai contrôlé randomisé. Donc, ils ont comparé un groupe qui avait un traitement multimodal, donc qui a démontré ses effets au niveau de la fibromyalgie. Donc, multimodal, on avait de l'éducation sur la neurophysiologie de la douleur, des exercices, ensuite la thérapie cognitivo-comportementale et la pleine conscience. Donc, ça, c'est toutes des choses qui ont démontré leur effet significatif pour la fibromyalgie. Fait qu'ils ont pris un groupe qui faisait ça et ont fait un autre groupe qui ont changé les exercices pour des exercices en nature. Donc, la même chose, sauf exercice en nature. Et qu'est-ce que ça a démontré? Donc, c'était 3 mois, une fois par semaine, des sessions de 2 heures. Ça a démontré chez les deux groupes, non, en fait, chez le groupe qui avait de la nature, qu'il y avait une amélioration de l'impact fonctionnel, donc l'échelle d'impact fonctionnel de fibromyalgie. Ensuite, une amélioration de la douleur, de l'anxiété, de la dépression, de la fonction physique, de la fatigue, de la kinésiophobie, donc la peur du mouvement, de la catastrophisation de la douleur, la perception de compétences personnelles, et il y en avait encore plusieurs. Donc, ça montre que seulement le fait de changer, donc ajouter de la thérapie dans la nature,
a tous ces effets-là de plus bonifiés, contrairement à la thérapie qui, qui a été démontrée efficace présentement dans la littérature. Bon, maintenant, pour ce qui est des futurs projets, de mon côté, présentement, je travaille avec une équipe, donc Ruben Da Silva, qui est physiothérapeute, chercheur, Marie-Ève Langelier, qui est médecin, mais aussi guide de méditation, Mireille Clich, qui est travailleuse sociale, mais aussi guide de Shinrin Yoku, moi-même, physiothérapeute, et Kevin Sutton, qui est étudiant en physiothérapie. On travaille sur l'élaboration d'un projet d'intervention en nature de 8 semaines avec des gens qui ont la maladie de Parkinson. Et ça va combiner autant des thérapies plus physiques que des thérapies plus psychosociales. Donc, en nature, on va regarder les effets autant physiques que psychosociaux. Puis pour ce qui est de mon projet de doctorat, Julia en a parlé un peu, mais moi, mon objectif, c'est un peu de poursuivre ces investigations-là de la relation entre la nature et la douleur persistante. Mais je vais ajouter à ça un volet qualitatif en comparant l'expérience de la douleur vécue chez les Premières Nations, donc la communauté de Mastoyache au Lac-Saint-Jean. Donc, moi, je viens du Saguenay. Dans le fond, l'objectif, ça va être de comparer la prévalence de la douleur chronique au Saguenay-Lac-Saint-Jean en général, comparé à la communauté, puis de voir, eux, est-ce qu'il y a plus de douleur chronique, est-ce qu'il y en a moins, et c'est quoi leur relation avec la nature, et de voir un peu, d'explorer cet aspect-là pour ensuite créer une phase d'intervention selon les besoins qui vont être ressortis. C'est ça. Avec comme équipe Ruben encore, Marie-Ève Langelier et Guillaume Léonard de l'Université de Sherbrooke, qui vont être mes directeurs. Alors, je cède la parole à Caroline maintenant. Merci beaucoup. Excellent. Donc, je suis très contente de vous présenter aujourd'hui le projet Versant Accord, qui est un projet clinique et un projet de recherche. Ce projet-là, dans le fond, repose sur l'activité physique auprès de personnes vivant avec la douleur chronique, mais sous l'angle de l'affiliation sociale, donc de la connexion sociale. On va faire des liens avec ce que Émilie vient de nous présenter justement. Alors, la présentation va se dérouler. D'abord, on va parler de motivation à l'activité physique. On va parler ensuite de l'affiliation sociale, la connexion sociale. Je vais vous présenter plus précisément les projets cliniques et de recherche Versant Accord, puis on va discuter d'opportunités futures pour de futures études. Mais commençons par une petite mise en situation. On va se replacer tout le monde au 1er janvier 2024. Alors, peut-être que vous avez, comme plusieurs personnes, sorti votre guide canadien de la Société canadienne de physiologie de l'exercice. Puis là, vous avez décidé au 1er janvier de prendre de nouvelles habitudes, de saines habitudes de vie. Alors, vous avez peut-être dit, bien, je vais diminuer mon temps de sédentarité cette année en 2024. Je vais augmenter la qualité de mon sommeil. Je vais peut-être ajouter des fruits, des légumes, un peu moins de viande dans mon alimentation. Je vais bouger davantage, je vais faire plus de sport, plus d'activité physique. Puis même dans mon activité physique, bien, je vais ajouter un peu plus d'intensité pour répondre, si on veut, aux directives là, de la Société canadienne de physiologie de l'exercice. Alors ça, c'était le 1er janvier 2024. Où en sommes-nous aujourd'hui? Même allons plutôt au mois de mars 2024. Je ne sais pas pour vous, mais pour certaines personnes, on se retrouve en mars puis on se dit, mais voyons donc comment ça se fait que c'est si difficile d'intégrer l'activité physique, de bouger. Pourtant, on est très bien intentionné, on sait pourquoi on veut faire de l'activité physique, mais on se retrouve devant cette situation-là. On est plusieurs dans cette situation-là. Alors, la motivation à l'activité physique. D'abord, commençons par savoir pourquoi on fait de l'activité physique. Il est démontré, vous le savez, il est démontré que l'activité physique, c'est bon pour la santé du cœur, la santé physique, la santé de l'esprit également. On sait aussi que l'activité physique, ça agit sur la prévention et sur la gestion des maladies cardiovasculaires, sur le cancer et sur le diabète également. On reconnaît aussi dans la littérature scientifique que l'activité physique
agit de façon sans équivoque sur les symptômes de dépression et d'anxiété. Et tout ça, on peut retrouver ça sur le site de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, si on sait pourquoi on veut faire de l'activité physique, comment ça se fait que c'est si difficile de demeurer motivé? Alors, souvent, on va entendre, ce qu'on va entendre, c'est faisons de l'activité pour la santé. Puis l'autre argument, c'est faisons quelque chose qu'on aime, on va demeurer motivé. Alors, la motivation, il y a différentes théories qui expliquent la motivation. J'ai choisi celle de Deci et Ryan qui présente 3 grands types de motivation. La motivation, donc ne pas être motivé, on est à plat au niveau de la motivation. Et les 2 autres, la motivation extrinsèque, qui vient d'une source extérieure à nous, ou une motivation intrinsèque qui vient vraiment de nous. Alors, ce que Deci et Ryan nous dit, c'est plus qu'une motivation est autodéterminée, plus elle va nous aider à demeurer motivée, elle va mieux s'adapter dans le temps et à notre environnement. Maintenant, pour nous, en santé, déjà, ça peut être difficile de faire de l'activité physique. Alors, on peut imaginer ensemble comment, quand on vit avec la douleur chronique, il peut être difficile de maintenir une vie active, d'intégrer l'activité physique. Bien sûr, on le sait que pour les personnes vivant avec la douleur chronique, l'activité physique a des bénéfices. Entre autres, ça libère des opioïdes endogènes et ça, par exemple, le bêta-endorphine, comme tantôt parlait Émilie, et ça, bien, ça nous aide à augmenter notre force musculaire, à améliorer notre condition physique également. Mais on sait aussi, à contrario, que la douleur chronique est un draineur d'énergie. Donc, c'est difficile de demeurer actif quand on manque d'énergie, quand on sent la fatigue, quand on anticipe aussi cette fatigue-là. Finalement, on sait aussi que pour les personnes vivant avec la douleur chronique qui souhaitent être actifs, peuvent rencontrer des écueils, comme par exemple ressentir des pics de douleur, avoir une certaine frustration peut-être par rapport à des constats en lien avec ce qu'ils étaient en mesure de réaliser auparavant et la réalité d'aujourd'hui, se sentir même peut-être gênés de la situation. Alors, ils peuvent vivre de la démotivation. Donc, bien sûr, quand on entend les 2 discours, bougeons pour être en santé ou bougeons, restons motivés à bouger parce qu'on fait quelque chose qu'on aime, ça peut être quelque chose qui est difficile pour une personne qui vit avec la douleur chronique de réellement s'accrocher à ces 2 messages-là. Alors, il y a peut-être une 3e option qui pourrait être intéressante à davantage utiliser, c'est la connexion sociale. Donc, est-ce que la filiation sociale, la connexion sociale et l'expérience vicariante, donc l'expérience vicariante, c'est être inspiré par les autres, est-ce que ça joue un rôle déterminant sur l'adoption et le maintien d'une vie active auprès des personnes vivant avec la douleur chronique? Mais pourquoi qu'on parle d'une 3e option pour aider à la motivation de l'activité physique via la connexion sociale? Mais d'abord parce que la connexion sociale, c'est un besoin fondamental humain qui a été reconnu et sur lequel plusieurs théories d'intervention se reposent également. On sait que la connexion sociale a des effets significatifs, positifs sur la santé. D'abord, elle agit comme protecteur, si on veut, de facteurs de santé. Elle a un effet direct sur le bien-être qu'on peut ressentir. Elle nous permet de nous distraire de la douleur pour un temps ou pour plus longtemps. Puis, elle contribue surtout à donner du sens à nos activités du quotidien. Alors, ce qu'on retient, c'est que la filiation sociale, la connexion sociale, c'est un prédicteur sur plusieurs éléments reliés à la santé et au bien-être, soit au niveau de l'épanouissement, la motivation, la persévérance, puis aussi l'estime de soi. Alors, maintenant qu'on sait que ça peut être pertinent d'utiliser l'affiliation sociale pour stimuler la motivation à l'activité physique, est-ce qu'il y a dans la connexion sociale des ingrédients actifs incontournables qu'on doit absolument mettre ensemble pour que la mayonnaise prenne et qu'on puisse être plus motivé à intégrer l'activité physique en nous? Donc, pour cette partie-là, je suis allée chercher 4 études, mais il y en a plusieurs. Et surtout, c'est surtout pour vous présenter les ingrédients retenus dans ces études-là. Alors, la première étude concerne des personnes
qui vivent avec la douleur chronique et c'est une étude qui s'intéresse aux effets du sport par les pairs, donc de l'intervention par les pairs. Et ce qui est ressorti comme ingrédient, si on veut, actif à l'affiliation sociale, c'est l'importance de la relation, qui est une relation de confiance et de respect, qui permet de développer l'autonomie. La deuxième étude, c'est une étude qui concerne des gens qui ont vécu un AVC et elle s'intéresse plutôt à l'importance de l'identité personnelle avant l'événement et ensuite l'engagement communautaire des personnes en regard à leur rétablissement à la suite de l'AVC. Et ce qui est ressorti, c'est que les personnes qui sont engagées dans la communauté, donc qui ont des activités sociales communautaires, pas nécessairement d'activités sportives, mais des activités communautaires régulières à chaque semaine, ont aussi en même temps une augmentation de leur niveau d'activité physique. La troisième étude, c'est une étude qui concerne des jeunes adultes qui vivent avec une situation de handicap et qui ont été en réhabilitation. Cette étude-là visait à voir si les moyens mis en place durant la réhabilitation persistaient après coup quand les gens retournaient à la maison. Et cette étude-là vient démontrer que l'ingrédient actif, c'est la durée de l'intervention. Donc, plus la durée est suffisamment longue, pas qu'elle est plus longue, mais qu'elle est suffisamment longue pour ancrer un changement, plus il est facile de persévérer par la suite pour ces personnes-là dans l'adoption du maintien d'activité physique dans leur vie. Et la dernière étude, c'est celui où ce sont des gens qui vivent avec la sclérose en plaques qui se sont lancés comme défi de participer à un événement, une randonnée de vélo de grande envergure. Et la recherche visait à comprendre comment ce défi collectif-là pouvait contribuer à stimuler les gens à s'engager dans un plan d'entraînement rigoureux, régulier sur une longue période. Et l'ingrédient actif de l'affiliation sociale dans celui-ci, c'était que les gens partageaient un même défi, un objectif commun et que ça donnait beaucoup de sens à leur remise en forme. Donc, ça donnait du sens. Donc, c'est les 4 ingrédients principaux que je voulais vous soulever, mais il y en a plein d'autres. Alors, on se demande, maintenant qu'on sait que l'affiliation sociale peut jouer un rôle dans l'adoption de l'activité physique dans la vie, d'un style de vie actif, comment elle se transforme, cette motivation-là, durant l'expérience. Donc, je vous présente maintenant le projet clinique et le projet de recherche Versant Corps. Alors, le projet de recherche, mes co-directeurs sont Sylvie Lafrenière, Guillaume Léonard, Jean-François Desbiens de l'Université de Sherbrooke, la médecin avec qui je collabore pour le projet clinique, puisqu'elle est au Centre d'expertise de gestion de la douleur chronique à Sherbrooke, c'est le Dr Clément. Je collabore également avec ma collègue Martine Bordelot et j'ai la chance de travailler aussi avec une patiente partenaire, Mme Carole Paris, qui était participante à l'expédition à l'Aventure 2021 et qui aujourd'hui est patiente partenaire pour le projet 2024. Donc, le projet Versant à corps, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est l'idéatrice du projet, c'est le Dr Clément qu'on voit là, sur son vélo stationnaire qui, en janvier 2021, en écoutant une émission en même temps qu'elle faisait son vélo, elle a vu un reportage qui concernait les aventuriers Nicolas Roux et Guillaume Moreau, que l'on voit ici. Et ils présentaient leur projet d'expédition. On était en janvier et là, en mars 2021, ils quittaient pour traverser le Canada, une expédition qui n'avait jamais été faite jusqu'à maintenant, qui partait du point le plus au nord du Canada pour se rendre au point le plus au sud et sans moteur. Donc, en ski, en canot, en vélo. Et cette expédition-là, c'est une expédition de 7 mois. Dr Clément, voyant ça, il a dit « J'aimerais donc ça participer à ce genre de projet-là, mais comme c'est assez gigantesque comme projet, elle s'est plutôt dit ben, je vais former un groupe de patients dans ma clinique et virtuellement, on pourrait faire le même nombre de kilomètres qu'eux pendant que les aventuriers traversent le Canada. Nous aussi, on pourrait cumuler des kilomètres d'activité physique. Et ça, peut-être que ça nous amènerait, les participants, à adopter un mode de vie actif. » Alors, elle a contacté les aventuriers qui ont accepté d'emblée de participer au projet. Et les participants de 2021, pendant 7 mois de temps,
ont contribué, si on veut, à la réalisation de plus de 7600 kilomètres d'activité physique, les mêmes kilomètres que les aventuriers. Et ce projet-là a été un succès. Je vais vous parler tantôt des résultats, mais tellement qu'en 2024, donc en avril 2024, les aventuriers sont repartis pour une expédition. Cette fois-ci, ils traversent le Canada au nord du 60e parallèle, de la région la plus à l'ouest vers la région la plus à l'est. Et ils vont faire donc 6000 kilomètres pendant 6 mois en vélo, en canot, en voilier cette fois-ci et en randonnée à pied. Alors, il y a un groupe de participants de la clinique de Sherbrooke qui actuellement est regroupé pour réaliser eux aussi à chaque semaine les kilomètres d'activité physique pour se déplacer virtuellement sur la carte du Canada en même temps que les aventuriers. Mais la meilleure façon de vous présenter le projet Versant Accor, qui est tripartite dans le fond, il y a les aventuriers Accor, il y a l'équipe clinique et les participants. Versant Accor et le projet de recherche, c'est de vous présenter une courte vidéo qui dit tout. En 2018, on a traversé le Nunavik en canot durant 65 jours. En 2021, on a traversé le Canada du nord au sud sur 7600 km. Ça nous a pris au total 234 jours pour finir l'expédition du Haut-Arctique jusqu'au sud de l'Ontario. Puis ça a été de loin l'expédition la plus difficile de notre vie. Maintenant, on s'apprête à faire une autre expédition de 6 mois dans l'Arctique. En 2024, on va traverser les 3 territoires canadiens, de l'Alaska jusqu'à l'île de Baffin, et ce, en une seule expédition. Dès avril prochain, on va amorcer la traversée du Yukon en vélo. On va ensuite traverser les territoires du Nord-Ouest et le Nunavut en canot. Après ça, on embarque sur un voilier, on traverse la baie d'Hudson et on termine à pied sur l'île de Baffin. C'est une expédition d'environ 5000 km qui devrait nous prendre une demi-année à accomplir. On a commencé à rêver à cette route-là au moment où on est revenu de notre dernière expédition, il y a 2 ans. Et là, on commence le dernier sprint de notre préparation. Pourquoi on fait ça? C'est d'être capable de partager ça avec vous, d'être capable de partager ces expériences-là, de vous le faire vivre aussi. Mais on fait ça aussi pour améliorer les connaissances scientifiques sur les forêts boréales. Comme d'habitude, durant l'expédition, on va prélever des échantillons sur les arbres. Ça va nous permettre de comprendre comment les changements climatiques affectent les écosystèmes les plus nordiques. On participe aussi à un projet de recherche sur la douleur chronique. Et tout au long de l'expé, il y a des gens qui ont des douleurs qui vont nous suivre, faire les mêmes kilomètres que nous, mais en équipe. C'est un projet super novateur qui vise à développer un outil clinique qui va permettre de motiver des gens qui ont des limitations à bouger, puis on l'espère, à se sentir mieux. Vous le savez, quand on est revenu de notre traversée du Canada il y a 2 ans, je me suis cassé la jambe, j'ai dû réapprendre à marcher dans les dernières années. Puis dans le fond, cette nouvelle expédition-là, c'est aussi une façon pour nous de prouver qu'on n'est pas obligé de mettre ses rêves de côté quand on a des limitations physiques. Vous vous en doutez, une expédition de cette envergure-là nécessite des grands moyens financiers. C'est pourquoi on est toujours à la recherche de partenaires, d'organisations, de compagnies qui ont envie de triper avec nous, de s'investir avec nous dans le projet et de devenir des partenaires de l'expédition Accor 2024. Individuellement, le meilleur moyen de nous encourager, c'est de vous abonner à notre infolette sur le site Web. Comme en 2021, tout au long de l'expédition, vous allez recevoir en primeur des nouvelles de nous durant tout le trajet et voulez savoir ce qui se passe sur le terrain. Puis comme dans toute bonne longue expédition dans l'Arctique, souvent, il n'y a pas grand-chose qui se passe comme prévu. Alors voilà. Alors, pour rapidement vous expliquer comment le projet clinique va se dérouler, j'ai fait le parallèle avec 2021, mais disons qu'on se concentre sur 2024. Donc, il y a 13 participants dans l'équipe du projet Versant Accor. L'intervention se déroule sur 6 mois. Les gens doivent réaliser ensemble 6000 km. Ça représente 232 km par semaine d'activité physique. Ils ont à toutes les 2 semaines une rencontre à distance pour la majorité où on va traiter pendant à peu près 1 heure, 1h30 une thématique avec l'équipe clinique du Dr Clément. Et
surtout permettre aux gens d'échanger entre eux, de se partager des trucs et des astuces aussi pour maintenir leur niveau d'activité physique et leur motivation. Il y a également 3 rencontres en présence, dont une la semaine prochaine, justement dans un parc pour faire de l'activité physique ensemble. Ils ont des contacts avec les aventuriers. D'abord, les aventuriers, à chaque semaine, transmettent des lettres qui sont retransmises aux participants dans lesquelles ils décrivent les paysages, le déroulement de leur expédition. Ils ont vraiment un accès privilégié. Puis, en plus de ça, ben, il y a eu des rencontres. Il y a eu une rencontre avant le départ des aventuriers. Il va en avoir une en route lorsque l'Internet va être disponible pour eux. Et on a envoyé aussi aux aventuriers une vidéo où les participants ont donné des commentaires ou des encouragements. Alors ça, je ne suis pas certaine s'ils l'ont reçu encore, là, mais il y a vraiment une connexion, si on veut, qui s'installe entre les aventuriers et les participants, mais aussi entre les participants entre eux, évidemment. Il y a le support de l'équipe clinique là, qui leur permet à chaque participant, à chaque semaine, de fixer leurs objectifs personnels d'activité physique, qui permet justement d'ajuster pour s'assurer d'être au bon niveau et à une progression qui permet de rester en santé. Les participants complètent un journal de bord. Ce journal de bord-là va pouvoir nous permettre de recueillir à la fin aussi de l'aventure l'évolution, la progression, si on veut, de leur démarche. Et puis, ils ont choisi, les participants, de se créer une page Facebook pour pouvoir communiquer entre eux durant toute cette aventure-là, pour pouvoir, entre autres, se donner des rendez-vous pour aller marcher ensemble ou faire d'autres activités. Donc, en 2021, c'était une étude mixte. 2024, c'est une étude qualitative. En 2021, ce qui est ressorti, bien sûr, il y a eu des bénéfices qui ont été constatés sur l'intensité de la douleur, sur le sommeil, l'anxiété, le sentiment d'auto-efficacité, la dramatisation face à la douleur, la kinésiophobie aussi. Mais c'est principalement sur la place qu'occupe la douleur dans la vie qu'on a vu des résultats intéressants. Tellement que 8 mois après la fin de la première expédition, les participants qui ont été rencontrés de nouveau maintenaient leur niveau d'activité physique malgré le fait que l'aventure était terminée et qu'ils n'avaient plus nécessairement de contact entre eux. Ce qui a été riche d'informations, c'est le volet qualitatif dans lequel les participants nous ont dit plusieurs choses, mais 4 éléments qui sont reconsidérés, si on veut, pour l'aventure de 2024. D'abord, c'est qu'un projet comme ça permet de se mettre en action, donc de sentir pourquoi on se met en action tout d'un coup. Ben, certains, c'était parce qu'ils se sont sentis privilégiés d'avoir été choisis pour ce type d'aventure-là. De faire partie d'un groupe, c'était spécial pour eux. Donc, ça a été un élément déclencheur, si on veut, pour se mettre en action. Le deuxième élément qui a été mentionné, c'est le niveau d'engagement nécessaire. C'est quand même une intervention qui dure 6 à 7 mois, qui est exigeante en termes d'engagement. Et les participants nous ont dit, je me suis sentie responsable de faire ma part à chaque semaine. Alors, même si les gens ne connaissaient pas le résultat des kilomètres parcourus de chacun, c'était gardé confidentiel, c'est seulement le total qui était connu. Bien, chacun se sentait responsable de faire sa part et de s'engager dans la démarche. Le troisième élément qui est ressorti, c'est l'importance de retrouver une identité sociale et de vivre une expérience de grande qualité, de pouvoir se sentir appartenir à ce groupe-là. Donc, le fait de se sentir fier à nouveau, de participer à quelque chose de grand, de faire partie d'un groupe, de sentir que c'est utile ce qu'on fait, ça, c'est un élément aussi important. Puis le dernier élément, c'est la relation une nouvelle relation avec l'activité physique. Donc, de réaliser qu'il n'était pas nécessaire d'être complètement sans douleur pour être actif, qu'il est possible d'avoir des adaptations. Puis ça a amené un changement de comportement auprès des participants. Donc, la réflexion, c'est la suivante. Est-ce qu'il y a un ingrédient plus qu'un autre qui est utile quand on veut utiliser l'affiliation sociale comme levier de motivation à l'activité physique? Bien, il semblerait que la disponibilité de plusieurs éléments, c'est un atout caché, une carte secrète, si on veut, de l'affiliation sociale, parce qu'elle nous permet d'avoir des ressources diversifiées qui peuvent évoluer dans le temps.
Et le temps est un deuxième élément qui semble ressortir, qui est le fait que ça prend du temps pour adopter une nouvelle habitude, pour créer des liens aussi. Alors, ça nécessite un peu de temps. Pourquoi j'ai choisi l'arc-en-ciel depuis le début pour parler de l'affiliation sociale? C'est justement ça. Quand on regarde un arc-en-ciel, on voit quelques couleurs, 4, 5, 7 couleurs. Mais dans le fond, un arc-en-ciel, c'est composé d'une infinie couleur, d'un nombre infini de couleurs. Puis ça dépend aussi de l'endroit où on se trouve, la façon dont on va pouvoir voir cet arc-en-ciel-là. Alors, c'est un peu la même chose pour ce qui est de l'affiliation sociale, au même titre que la lumière qui traverse les gouttes d'eau amène d'infinies couleurs dans l'arc-en-ciel. On pourrait penser que l'affiliation sociale, c'est une ressource qui est intéressante parce qu'elle est diversifiée, puis nous permet de moduler au fil du temps notre motivation en restant accroché, si on veut, à cette connexion sociale-là. Pour faire un lien avec ce que Émilie nous a présenté, il y a également une étude intéressante, très intéressante, qui a étudié l'effet de la nature et de l'affiliation sociale combinés ensemble. Puis ce qui ressort de cette étude-là, c'est que le temps passé en nature recrée d'une certaine façon le sentiment de bien-être lié à l'affiliation sociale. Alors, c'est un peu, pour reprendre l'expression d'Émilie quand on se préparait, c'est un peu un 2 pour 1. Donc, en étant dans la nature, en partageant ce moment-là avec une autre personne ou avec d'autres personnes, on vient optimiser encore plus notre connexion sociale et répondre à ce besoin-là qui contribue à notre bien-être. Donc, je termine avec la conclusion suivante. On a dit qu'on s'intéressait tout à l'heure à la connexion à l'environnement, à la connexion aux autres et à notre connexion personnelle aussi. Et je reprends cette citation-là, le moyen le plus sûr d'améliorer son monde intérieur, c'est de se concentrer sur le monde extérieur, car le bonheur intérieur vient du regard extérieur. Alors, c'est une phrase qu'on trouvait pour conclure. Alors, on se posait la question, ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que d'utiliser, dans le fond, l'environnement extérieur, l'environnement social pour se sentir mieux individuellement? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, je vous remercie.